Ce week-end, il s'est tenu le meeting de Éric Zemmour pour les européennes à Palavas. Et comme vous pouvez le voir, il y avait la foule. Et surtout, on se rend compte que la loi fin de vie d'Emmanuel Macron, c'était surtout pour éliminer l'électorat concurrent. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 avril et vous regardez Actu Réfractaire. D'ailleurs, pensez à vous abonner si c'est pas fait, il y a une vidéo tous les jours quasiment. Ce dimanche, s'est tenu plusieurs rassemblements pour commémorer les 6 mois de l'opération Déluge du Hamas et donc de la captivité des otages. On a notamment pu voir le député PS Jérôme Guedj se faire huer dans un rassemblement à Paris à l'initiative du député Meyer Habib. Tout ça parce que Guedj défendait le droit de dénoncer le génocide tout en demandant la libération des otages. Pendant ce temps, au Caire, des négociations pour une trêve se sont réouvertes. La trêve est en réalité en discussion depuis 5 semaines puisqu'elle devait se faire au mois de Ramadan. Celui-ci s'achèvera donc mercredi au jeudi avec l'Aïd qui durera 3 jours. D'après la presse égyptienne, les négociations avancent bien alors qu'un responsable du Hamas assure qu'il n'y a aucun progrès dans les négociations. Mais la trêve pourrait surtout être bénéfique pour l'État israélien et Tsahal. En effet, l'armée israélienne vient de se retirer du sud de la bande hier et aujourd'hui. On aurait pu croire que ce retrait servait à prouver leur bonne foi dans leurs négociations pour la trêve, mais d'après des communicants de Tsahal, ce bond en arrière servirait à mieux préparer les opérations à venir sur Rafah. La ville, située à l'extrême sud de la bande de Gaza, compte actuellement 1,5 million d'habitants entassés qui subissent l'absence de nourriture, de soins, de médicaments et d'hygiène. Les opérations pourraient aussi concerner le Liban alors que Tsahal revendique l'assassinat d'un dirigeant du Hezbollah ou alors en Syrie ou en Iran après leur attaque sur l'ambassade iranienne en Syrie. L'arrêt des combats pour quelques jours est d'autant plus stratégique que l'État israélien pourrait bien devoir faire des stocks d'armes pour ne pas arriver à court de munitions. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient en effet de demander l'arrêt de la vente d'armes à l'État israélien tout en utilisant le terme génocide pour qualifier ce qui se passe à Gaza. Comme d'habitude, les résolutions de l'ONU n'ont qu'une valeur déclarative et ne sont pas contraignantes. Mais ce qui pourrait mettre fin à la livraison d'armes, c'est les accusations portées contre les États exportateurs d'armes vers Israël. L'État nicaraguayen, je suis pas sûr de moi sur ce coup-là, il a lancé ce matin des accusations à la Cour internationale de justice à l'encontre de l'État allemand qui facilite selon lui la commission d'un génocide à travers le soutien politique et militaire à l'État israélien. Évidemment, le gouvernement allemand il s'est défendu de toute complicité de génocide, mais l'avenir nous dira si ce type d'accusation enraye ou non la machine de guerre israélienne. Enfin, Joe Biden, surnommé aussi par certains Génocide Joe, s'est entretenu ce week-end avec Netanyahou. Il se serait pris le bec au sujet de la guerre, mais à l'issue de cette rencontre, une journaliste a demandé à Biden s'il avait menacé le chef d'État israélien de cesser ses livraisons d'armes, ce à quoi Biden a répondu « Je leur ai demandé de faire ce qu'ils font ». Voilà, c'est très clair, non? On vous laisse nous dire en commentaire si vous pensez que c'est sa sénilité qui lui fait dire n'importe quoi, ou bien si c'est sa sénilité qui lui fait oublier de ne pas tout nous dire. Pas de points abonnés pour aujourd'hui, mais restez quand même jusqu'à la fin parce qu'on va balancer plein de petites infos envoyées par les abonnés. N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner des news sur actu@lecanardrefractaire.org. Allez, on est lundi et comme tous les lundis, c'est la chronique média écrite par Emery. Ça y est, dans les médias, c'est le printemps. La nature se réveille, les oiseaux se mettent à chanter et les restaurateurs à chouiner. Bah oui, parce que ce truc est clairement devenu un marronnier. Tous les ans, à cette période, il pleut des reportages montrant de pauvres restaurateurs qui se plaignent du manque de personnel dans leur secteur à l'approche de l'été. Et évidemment, la plupart des reportages donnent la version des patrons. Les Français qui ne veulent plus travailler, qui ne font plus assez d'enfants, et il y a trop de cotisations sociales, et patati et patata. Une autre explication existe, les jeunes en ont un petit peu ras-le-bol de courir des heures pour sacrifier leur vie sociale, se faire gueuler dessus pour un salaire qui ne permet même pas de payer le loyer. À la télé, vous ne verrez non plus aucune référence sur les différents effets de la dernière réforme chômage. Pourtant, ce changement n'ouvre les droits chômage qu'à partir de 6 mois de travail au lieu de 4, ce qui accentuerait le défaut de recrutement pour les saisonniers. BFM a préféré donner la parole à lui qui carrément dit que les saisonniers maintenant sont surpayés. La campagne de recrutement n'est pas terminée, donc la télévision va faire le taf pour les patrons et faire le relais de tout ça pour en parler encore et encore.
Surtout que ça permet aux médias de valider indirectement le discours du gouvernement sur le travail et justifier les prochaines réformes des allocations. Passons un cran au-dessus au niveau de la propagande, on va à nouveau parler de la manipulation de CNews. Et là, ça va être compliqué pour eux de nier les faits. Depuis sa création, la chaîne se prétend à la pointe de la liberté d'expression et a été sanctionnée à plusieurs reprises, notamment pour des propos racistes d'Éric Zemmour. La semaine dernière, Mediapart a sorti des témoignages internes au groupe Bolloré qui tend à prouver que CNews est bien une chaîne d'opinion. Il s'agit de journalistes et de travailleurs des chaînes qui indiquent message à l'appui que leurs reportages sont utilisés, coupés ou ignorés selon la ligne éditoriale de la chaîne. Mediapart a par exemple sorti une enquête avec une vidéo de 8 minutes mercredi dernier pour montrer l'utilisation par CNews de la mort de Thomas à Crépol en novembre 2023. Les journalistes de CNews sur place recommandaient la prudence par rapport à des rumeurs qu'ils avaient entendues sur le fait que la rixe causant la mort du jeune avait pour objectif de planter des blancs. Malgré ces précautions, le plateau de la chaîne se sont enflammés avec des rumeurs non vérifiées en répétant que c'était des meurtres anti-blancs. Et ça donc contre l'avis même de leur équipe sur place qui n'ont jamais réussi à confirmer ce qu'ils avaient entendu. L'enquête de Mediapart montre que les commentateurs de CNews comme Pascal Praud, Laurence Ferrari ou Mathieu Bock-Côté ont dit n'importe quoi et qu'ils le savaient. Pendant ce temps, Quentin Bataillou, le président de la commission d'enquête sur la TNT, est allé tranquillement sur le plateau de Cyril Hanouna dans le même groupe que Bolloré. Une petite crise est en cours parce que certains demandent sa démission. Sauf qu'en réalité, on sait très bien qu'il n'en sera rien. Après, il faut le dire aussi, il n'y a pas que CNews qui raconte n'importe quoi. Jeudi, BFM TV dénonce les tags antisémites contre Bernard-Henri Lévy. Sachez donc que si vous critiquez un génocide en Palestine, pour BFM TV, vous êtes un antisémite. Parlons aussi des Échos, le journal possédé par le milliardaire Bernard Arnault, champion du luxe, qui a sorti un sondage. François Hollande serait apprécié de 29% des Français et n'exclut même pas de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Évidemment, on vous invite à vous désolidariser et à condamner tout ça en commentaire. Et pour terminer, on va faire maintenant des petites brèves, des informations très courtes, juste pour essayer de rattraper un petit peu l'actu. Première brève, le procès des Panama Papers s'ouvre ce lundi. L'affaire avait révélé il y a 7 ans, à la face du monde entier, que des milliers de célébrités pratiquaient l'évasion fiscale à travers un cabinet d'avocats panaméen, faisant ainsi perdre plusieurs centaines de milliards de dollars au fisc du monde entier. On vous en reparlera sans doute dans les prochains épisodes d'Actu Réfractaire, donc pense à t'abonner. Seconde brève, le site gouvernemental du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, rien que ça, ainsi que des sites du Crédit Agricole et de la Poste ont été hackés ce week-end. Le hack a été revendiqué par les groupes Lougri, un groupe fasciste turc. Et merci à Pierre, un abonné, qui nous a alerté par mail. Troisième brève, le maire d'Avallon, près d'Auxerre, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une opération Place Net XXL. Les policiers ont en effet découvert chez elle 20 lingots d'or, 70 kg de cannabis, 1 kg de coke et 7000 € en liquide. L'édile dit que ces victuailles appartenaient à son frère. Quatrième et dernière brève, le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale se disent prêts à voter une motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement. Celle-ci viendrait à sanctionner la gestion financière calamiteuse d'après le groupe d'Éric Ciotti et pourrait être déposée avant la trêve estivale. De quoi créer quelques remous juste avant les Jeux Olympiques. C'est là-dessus qu'on termine. En tout cas, merci de nous suivre, que ce soit votre soutien par la cagnotte ou alors par les partages, ça fait vraiment plaisir. Et on prend aussi pas mal de plaisir à lire vos commentaires qui sont très instructifs, surtout que là, on essaye de retaper un petit peu l'actu réfractaire. Vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de choses dans les semaines à venir. Donc tous vos retours sont précieux. Et d'ailleurs, si vous voulez que Actu Réfractaire puisse continuer à fonctionner pendant encore une année de plus, on vous rappelle qu'on est en ce moment en financement participatif. Tout est en description si tu veux soutenir notre développement et notre indépendance. C'était Émeric Eli à l'écriture, au montage c'était Monteur des Coloniales et on se retrouve demain à 18 h pour votre prochaine Actu Réfractaire. Quack.